On va donc pouvoir démarrer avec la première présentation de la soirée. J'aimerais donc inviter, encore une fois, Joëlle Fréchette-Vien, qui donc détient un baccalauréat en physique et une maîtrise en génie mécanique. Elle travaille donc depuis près de 3 ans chez Norquantic, où elle est responsable du développement logiciel. Donc la prochaine présentation va ravir à peu près tous ceux qui ont déjà pu jouer en ligne, parce que ça va leur donner une nouvelle excuse quand ils ont une défaite, avec la présentation qui s'appelle « Comment empêcher un ordinateur quantique de dire n'importe quoi ». OK, donc rebonjour. Bon, comme je disais tout à l'heure, merci d'être là pour une soirée qui parle de physique quantique. C'est un sujet qui est considéré comme étant assez complexe de façon générale. Donc, dans le but de vous mettre en confiance puis de commencer ça assez soft, j'ai une question pour vous. Oh, j'ai pas Oui. Pas de problème. Donc, OK, comme je disais, j'ai une question. Je pense que vous allez tous être en mesure de répondre. Donc, j'aimerais ça que vous me disiez à voix haute, c'est quoi le résultat de l'équation suivante? 2. OK, c'est bon, j'entends 2. OK, on va valider votre résultat. OK? Donc, une façon standard de valider un résultat, ce serait de demander, par exemple, à un ordinateur de faire le même calcul puis de voir si on obtient un bon résultat. Donc, j'ai demandé à mon ordinateur, j'ai pris l'application calculatrice et j'ai fait ce calcul très compliqué de faire 1 plus 1. Et ça donne 2. OK, super. Vous êtes bon. OK, c'est bon. Je l'ai fait une deuxième fois. On va voir si ça donne encore la même chose. Ça donne encore 2, tout va bien. Les ordinateurs sont en accord avec les principes fondamentaux des mathématiques. Ça se passe bien. OK. Donc, effectivement, les ordinateurs qu'on utilise dans la vie de tous les jours, ça arrive pratiquement jamais qu'ils vont faire des erreurs. Ils sont considérés comme énormément fiables. Par contre, dans le domaine où moi je travaille, qui est l'informatique quantique, les ordinateurs sont vraiment pas aussi fiables que ça. Donc, si j'avais fait le même calcul sur un ordinateur quantique standard, j'aurais eu environ une chance sur 1000 d'avoir un résultat qui n'était pas la bonne affaire. Donc, j'aimerais ça ce soir, en fait, qu'on apprenne un peu qu'est-ce que c'est un ordinateur quantique, pourquoi ils font des erreurs, puis qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour y remédier. Donc, d'abord, c'est quoi un ordinateur quantique? J'ai vu qu'il y a beaucoup de physiciens dans la salle, mais je vais le faire pour des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, on peut séparer ça en 2 aspects, donc la partie ordinateur et la partie quantique. Donc, pour la partie ordinateur, vous en avez probablement un chez vous, vous l'utilisez au travail. On pense vraiment à la partie machine à calculer. Oubliez tout ce qui est vidéo de chat, réseaux sociaux, gens qui s'obstinent sur Reddit, c'est pas ça. Là, on pense vraiment quasiment juste l'application calculatrice, l'ordinateur à sa plus simple essence. Donc, des 0 puis des 1. La partie quantique dans l'ordinateur quantique, ça veut simplement dire que, en fait, on veut faire des calculs avec des propriétés quantiques. Puis comment qu'on va arriver à exploiter les propriétés quantiques? Je vais y revenir sur ce que c'est exactement. En fait, c'est que pour faire nos calculs, on va utiliser ce qu'on appelle un qubit. Donc, qubit, c'est pas un mot que la majorité d'entre vous entendez souvent. J'ai mis une petite image ici, c'est en fait ce qu'on utilise pour faire nos qubits chez Norquantic. J'ai mis une autre image ici, en fait, pour que vous voyez un petit peu mieux. C'est une espèce de... Ouais, ça marche. OK. C'est une espèce de cavité en aluminium dans laquelle on peut insérer une puce. Puis, sous certaines conditions, en fait, on arrive à faire des calculs avec ça parce qu'on peut exploiter les propriétés quantiques du système. Donc, maintenant... Qu'est-ce que c'est les propriétés quantiques? En fait, dans certains régimes, il y a quelque chose de vraiment bizarre qui se met à arriver, c'est qu'il y a du hasard qui se met à intervenir. Donc, par exemple, mon qubit, je peux le mettre dans un état qui va faire en sorte qu'il va être en même temps dans un état 0 et dans un état 1. Au lieu d'être dans un ou dans l'autre, il va être dans un et dans l'autre. Ça, c'est vraiment bizarre. Moi, quand j'ai appris ça au bac en physique, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'imagine que vous trouvez ça bizarre, vous aussi. Einstein aussi, il trouvait ça bizarre. Donc, si vous trouvez ça bizarre, vous avez la même intuition qu'Einstein. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour comprendre ma présentation de ce soir. Ça part bien. Donc, avec ces propriétés-là, on peut arriver à faire des calculs qu'on n'arrive pas à faire sur des ordinateurs standards. Donc, maintenant, comment on peut arriver à avoir ces propriétés-là? En fait, une des raisons pourquoi c'est pas intuitif, c'est qu'une des façons d'arriver à observer ces choses-là, c'est soit d'aller dans le très, très, très petit. Donc, là, on ne voit pas parce que j'ai mis le texte très petit, mais à l'échelle des atomes. Ou, mettons, par exemple, dans le très, très froid. Puis là, quand je dis très, très froid, je ne parle pas comme aujourd'hui, ce qui fait moins 20. Je parle, mettons, plus autour de moins 273 degrés Celsius. Donc, évidemment, ça, ce n'est pas des conditions
qu'on vit dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas combien de fois vous avez vu des atomes individuels dans votre vie. Ça n'arrive pas très souvent. Par contre, il y a plusieurs endroits à Sherbrooke où on a le moins 273 degrés qu'on arrive à l'atteindre. Puis ça, c'est dans des laboratoires de physique où il y a ces dispositifs qui sont là. Donc, vous voyez l'espèce de cylindre ici. Ça s'appelle un cryostat à dilution. Ça permet de descendre à des températures extrêmement froides. Il est fermé en ce moment, mais imaginez qu'à l'intérieur, il y a des petits qubits qui sont là. Puis, en fait, ces systèmes-là, quand on les refroidit dans le très, très froid, on arrive à avoir les propriétés quantiques qu'on veut utiliser pour faire nos calculs. Donc, le problème avec ça, pourquoi les ordinateurs quantiques font des erreurs, pourquoi les qubits font des erreurs, c'est que c'est des systèmes qui sont extrêmement sensibles. Donc, en fait, dès qu'il y a un petit peu de chaleur, de lumière, de vibration, ils peuvent se mettre à paniquer puis à dire complètement n'importe quoi. Donc, dès que nos qubits se mettent à interagir avec le monde extérieur, ils peuvent comme nous sortir des zéros qui vont devenir des 1, des moins 1 qui vont devenir des plus 1 et compagnie. C'est un peu comme un physicien moyen qui a interagi avec le monde extérieur. Puis, il y a quelqu'un qui pose une question qui ne s'attendait pas, puis il se met à répondre n'importe quoi. Puis, j'ai le droit de faire cette blague-là parce que je suis physicienne moi-même. Donc, dès qu'il y a ce genre d'interaction-là qui rentre dans le système, il peut y avoir des erreurs qui se mettent à se manifester. Donc, ça, c'est le pourquoi, en fait, les ordinateurs quantiques vont faire des erreurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, puis pourquoi on persiste dans le domaine si c'est pour faire des systèmes qui ne sont pas fiables? Il y a des stratégies qu'on peut utiliser. Donc, premièrement, la stratégie d'avoir une certaine redondance dans le système. Donc, par exemple, au lieu de demander une fois à mon système qu'est-ce que ça fait 1 plus 1, je pourrais demander à trois qubits différents, en fait, c'est quoi le résultat de cette opération-là. Donc, le premier, il me dirait, 1 plus 1, ça fait 2, c'est bon. Le deuxième me dit 1 plus 1, ça fait 2, super. Le troisième, il y a un camion de construction qui passe dans le stationnement, il y a des vibrations, il n'aime pas ça, il dit 1 plus 1, je ne me rappelle plus. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? C'était quoi sa question? Ça doit donner 0. Donc là, malgré le fait qu'il y en ait un qui se soit trompé, si je fais une espèce de, pas une moyenne de résultats, mais presque un vote majoritaire, mes qubits ont voté pour que ma réponse, ce soit 2 à mon calcul. Donc, malgré le fait que j'ai un qubit qui ait donné le mauvais résultat, j'arrive quand même à avoir le bon résultat globalement. Puis, d'ailleurs, le camion de construction, c'est un fait vécu. Il y a beaucoup de construction autour de nos laboratoires en ce moment. Puis, il y a eu des moments où, quand il y avait des camions de construction, on entendait le bruit des grues puis des tractopelles qui se promenaient. Puis, on voyait en temps réel les performances de nos qubits diminuer. Donc, c'est quand même perturbant. Par contre, le problème avec la stratégie de la redondance, c'est que la majorité peut se tromper. Donc, si le premier me dit « OK, 1 plus 1, ça fait 2, c'est bon », le deuxième, il y a de la lumière qui rentre dans le système, il dit « Ah, ça doit donner 0, je ne sais pas ». Puis le troisième aussi, ça donne qu'il y a un autre camion de construction qui passe dans le stationnement, puis qui me dit que ça fait aussi 0. Là, si je me fie à la majorité, le résultat de mon calcul, c'est 0. Donc là, l'exemple de l'équation que je vous ai donné, c'était très, très simple. 1 plus 1, ça fait 2, on le sait. Mais si on faisait des calculs dont on ne connaissait pas la réponse, ce ne serait pas super fiable comme système. Donc là, vous allez me dire, Joël, on a juste à canaliser notre amont beau-fils intérieur qui prépare son pudding à l'arsenic et de dire, je vais en mettre 9. Donc, si j'ai 9 qubits, j'en ai juste besoin d'en avoir. Si j'en ai 4 qui se trompent, ça va marcher quand même parce que la majorité va me dire quand même la bonne réponse. Puis oui, c'est sûr, c'est pas une niaison. On pourrait en mettre 200 000 qubits. Mais si ça prend 200 000 qubits pour faire 1 plus 1, là, on n'est pas super avantagé. Puis on n'arrivera pas à faire des calculs utiles avant longtemps. Puis, tu sais, mettons, quand vous faites un travail d'équipe, imaginez que vous êtes en équipe avec 2 personnes qui sont pas très bonnes puis qui disent un peu n'importe quoi tout le temps. J'aurais beau vous dire, OK, je vais te rajouter 6 autres personnes dans ton équipe, ils sont toutes aussi incompétents que les 2 autres dans ton équipe, ça devrait aller mieux. On comprend qu'il y a quand même une limite à quel point tu peux performer quand tu fais juste rajouter des gens qui ne sont pas très performants dans une équipe. Donc, cette stratégie-là de la redondance, ça marche, mais c'est pas vraiment suffisant pour arriver à un endroit où les ordinateurs quantiques vont nous permettre de faire des choses utiles pour la société. Donc, il y a une autre stratégie qu'on peut utiliser, puis c'est en fait l'approche d'honneur quantique. Donc, en fait, on fait aussi un peu de la redondance, mais c'est un peu ce qui nous démarque. Là, ça fait depuis le début que mes petits qubits, ils ont des petites bulles, des phylactères qui vous disent « Oh, ma valeur est 0 ». C'est pas aussi simple que ça, effectivement. Évidemment, les qubits ne parlent pas à voix haute. De toute façon, on les entendrait pas dans le frigo s'ils avaient à nous parler. Ce serait un peu perturbant. Donc, en fait, quand les qubits nous parlent, le genre
d'image qu'on obtient, en fait, ça ressemble plus à quelque chose du genre. Donc, vous voyez des espèces de blobs rouges, blobs bleus, il y en a en haut aussi. Ça fait une espèce de patron de grille. Puis ça, en fait, c'est comme quand on voit cette image-là, on a décidé que ça, en fait, mettons, par exemple, ça pourrait représenter l'état 0. Puis un autre dessin pourrait représenter l'état 1. C'est comme ça que les qubits nous parlent. Puis, en fait, la raison pourquoi nous, on a choisi d'utiliser une architecture, des qubits qui nous permet de faire ce genre d'image-là, c'est qu'on connaît le genre d'erreur qu'il y a dans notre système. On sait que quand il y a de la chaleur qui rentre dans le système, ça va être quoi l'effet sur ces images-là? Puis, le genre d'effet que ça va avoir, en fait, c'est que tout va devenir un peu plus flou. Les blobs vont devenir un peu plus larges, mais grosso modo, on va être quand même capable de reconnaître, en fait, que ça, c'était l'état 0, malgré l'erreur qui s'est produite dans le système. Donc ça, en fait, ça nous permet d'avoir des états qui sont juste plus robustes fondamentalement. Donc, même s'il y a des erreurs qui se produisent dans le système, on arrive quand même à reconnaître que c'est un 0 ou un 1. Donc, le plus beau là-dedans, en fait, c'est que le temps que j'ai passé à vous expliquer la première stratégie, c'est pas gaspillé parce que on peut combiner les stratégies. Donc, on pourrait avoir plusieurs qubits qui utilisent chacun ces états-là individuellement. Puis, en fait, avec tout ça, éventuellement, on aimerait ça arriver à avoir des ordinateurs quantiques qui sont utiles. Donc, voilà, j'espère que quand vous allez entendre parler, quand vous allez voir des résultats sortir sur les ordinateurs quantiques qui ont un certain nombre de qubits, j'espère que vous allez vous poser la question, en fait, est-ce qu'ils font vraiment de la correction d'erreurs suffisante pour faire des choses utiles? Donc, merci d'être venu ce soir. Je pense que vous allez en entendre parler beaucoup dans les prochaines années dans le quantique, donc c'est vraiment utile d'avoir des petites connaissances de base là-dessus, puis j'espère que vous allez vous rappeler un petit peu de ce dont on va parler ce soir. Voilà. On a le temps pour des questions. Comme je disais, il y a le micro au fond, ou si jamais... oui, il y a le micro au fond, ou si jamais il y en a qui sont à l'avant, n'hésitez pas à parler bien fort aussi pour qu'on puisse entendre. Après, si jamais il y a une question, il ne faut pas hésiter à la répéter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Si. Oui. Oui, en fait, la question, c'est est-ce que la personne a bien vu, puis il y avait environ une chance sur 1000 de faire une erreur. Oui. Donc, c'était ça, là. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça ma question. En fait, si c'est une chance sur 1000, le consensus, ça doit être une bonne stratégie, finalement. Ils vont tout le temps arriver à la même chose, ou presque? Si on avait besoin, mettons, de 3 ou 4 qubits pour faire des opérations, je dirais oui. Le problème, c'est qu'on sait que pour faire des calculs utiles, donc des calculs qu'on n'est pas capable de faire avec des ordinateurs réguliers en ce moment, on estime que ça va prendre à peu près, je pense, j'ai plus les chiffres exacts en tête, je pense que c'est quelque chose comme 100 millions d'opérations sur peut-être au moins, je pense que c'est à peu près 1000 qubits différents. Donc, il faut comme multiplier tout ça ensemble. Fait qu'on arrive à peu près 1 milliard d'opérations qu'il faut faire sans faire aucune erreur. Donc, si on a 1 milliard d'opérations puis qu'on fait une erreur à chaque 1000 opérations, on va avoir plein d'erreurs, en fait, dans notre résultat. Donc, ça ne permet pas d'obtenir des résultats de façon fiable. Donc, il nous manque quelques ordres de grandeur encore pour y arriver. Mais on y travaille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, oui, le micro s'approche. Merci pour la présentation. Moi, ma question, c'est... donc là, admettons que vous comblez cette erreur, vous arrivez à plus avoir d'erreur, admettons. L'objectif, c'est d'avoir le plus de qubits possible. Mais sur la photo que tu as montrée dans ta présentation, le qubit, il a une certaine taille. Et moi, je me demandais, c'est quoi la limite de taille? Parce que si on veut 1000 qubits, par exemple, il faudrait énormément de frigos, j'imagine. Il faudrait les intriquer ensemble. Enfin, il faudrait faire plein de choses. C'est une bonne question. En fait, je pense qu'on avait je me rappelle plus, on avait fait le calcul en fait de combien de qubits du format qu'on a en ce moment rentraient dans un frigo. Je me rappelle plus exactement du résultat. C'était facilement une centaine. En fait, il y aurait peut-être même moyen de connecter des qubits ensemble inter-frigo aussi à un moment donné. Ça limiterait un peu le genre d'opération que tu pourrais faire. Il y a peut-être certaines opérations que tu pourrais juste faire entre des qubits dans le même frigo. Mais oui, effectivement, ça va être un des défis dans les prochaines années aussi de réduire cette taille-là le plus possible. J'ai pas la réponse exacte de c'est quoi la taille minimale. Nous, c'est ça. Les qubits qu'on utilise, il y a d'autres compagnies qui vont utiliser d'autres formats, des trucs qui vont être juste sur une seule chip. C'est sûr, c'est plus compact, mais souvent, ça ne va pas permettre en fait de faire les états que je mentionnais qui permettent en fait de réduire le taux d'erreur. Merci beaucoup. On peut l'applaudir.